Merci d'écouter Lynx FM 91.00. À présent, nous avons en direct Idrissa Chérif. Il est président du parti Union pour le changement de Guinée. Bonjour, monsieur Idrissa Chérif. Bonjour. Merci d'être en direct dans l'œil de Lynx. Aboubakr. Monsieur Chérif, depuis longtemps, vous n'êtes pas venu en Guinée. Qu'est-ce qui explique votre absence, votre longue absence du pays? D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin sur vos antennes, 91.0. Et ça me fait plaisir d'avoir ce contact, je dis bien ce contact entre vous et moi. D'abord, pour revenir à la question, je vous dirais que je suis à Abidjan parce que d'abord, je suis né ici. Et j'ai évolué presque à Abidjan. J'ai ma famille à Abidjan, comme aussi à Conakry. Et je suis à Abidjan parce que je suis président du conseil d'administration de ETBG. ETBG, c'est une entreprise de télécom, de bâtiments et de génie civil. Et j'ai aussi un cabinet de relations internationales qui s'occupe des projets stratégiques, du financement des projets stratégiques, et qui explique véritablement le grand voyage que j'ai fait un peu partout dans le monde pour la recherche de financement et financer des projets stratégiques. Mais voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Mon ensemble pour manger sur Conakry. Oui, mais on sait aussi... C'est des occupations professionnelles et qui font que je suis là. Voilà. Donc depuis 2015, j'ai quitté Conakry. Et je ne suis plus encore reparti à Conakry. Voilà, mais quand même, je suis en contact direct avec mes parents, mes frères, les membres de mon bureau politique et autres. Voilà à peu près ce qu'il y a. Oui, on est témoin aussi de... Il y a certains membres de votre formation politique, l'Union pour le changement de Guinée, qui étaient très actifs dans certains quartiers de Conakry, peu avant les élections locales et les élections législatives, mais on ne vous a pas vu au sein de la compétition. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'abord, au sein du parti, nous avons décidé de ne pas prendre part aux élections législatives, pas parce que l'opposition a refusé des partis, c'est parce que nous ne sommes pas faits. Parce qu'il fallait mettre toutes les instances en place, il fallait coordonner toutes les actions politiques sur le terrain, et qu'il fallait installer les comités de base. Et comme tout ça n'était pas d'abord installé, donc on a décidé, bon, je ne vais pas se lancer dans un fleuve auquel on ne connaissait pas la teneur et la profondeur. Donc il était important pour nous de ce soir, de dire que nous n'en avons pas, et nous allons nous concentrer directement sur les présidentielles. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas de situation de chacun. Et à quel bord politique vous appartenez? L'opposition, la mouvance, le centre, les non-alignés? D'abord, je suis un libéral. Mon parti est un parti libéral. Et mon parti est un parti libéral. Nous sommes des sociaux libéraux. Donc, j'appartiens aux sociaux libéraux. Donc, je n'appartiens pas à un groupe. Voilà, donc je suis avec un programme que je veux présenter aux Guinéens, un programme de gouvernance. Et voilà ce qu'il y a. Donc, pour moi, il ne suffit pas d'appartenir à un groupe. Quand on crée un parti, c'est pour accéder au pouvoir. Donc, j'ai un parti politique et de présenter la recette que j'ai pour les Guinéens. Et ainsi de suite, de présenter ce programme aux Guinéens pour les faire adhérer au maximum et pouvoir conquérir le pouvoir en fonction de mon programme de soutien de gouvernement. Justement, vous avez été désigné président du parti Union pour le changement de Guinée. Qu'est-ce qui a motivé ce choix pour cette formation politique et c'est quoi votre vision pour la Guinée? Je n'ai pas compris la question. Je disais que vous avez été désigné président du parti Union pour le changement de Guinée en février dernier. Pourquoi le choix de cette formation politique et puis quelle est cette vision à laquelle vous faites allusion pour la Guinée, votre programme pour la Guinée? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, je dis que les ambitions politiques, c'est quelque chose que j'ai mûri depuis très longtemps et j'ai toujours fait la politique. Puisque moi-même, je suis un fruit de la politique, puisque j'ai fait les Sciences Po. J'ai une licence en sciences politiques et une maîtrise en sciences politiques. Voilà, donc ça a toujours été pour moi une ambition, mais une ambition que j'ai toujours voulu de faire la politique.
Donc, je l'ai toujours fait dans ma vie, depuis que je suis étudiant, je suis dans la politique. Donc, pour moi, j'ai une vision pour la Guinée, j'ai une vision pour tout le monde. Donc, ce n'est pas le fait que je choisis un parti politique. J'ai choisi le parti, il est dit depuis 2012. Mais il a à la tête de ce parti depuis février. Voilà. Donc, pour pouvoir apporter à ce parti vraiment un son nouveau, mais avant ce parti, d'abord, j'ai appartenu à deux partis politiques. Voilà. Donc, voilà ce que je vais vous dire tout le temps. Alors, dès qu'on parle d'Idrissa Chérif, on pense immédiatement au capitaine Moussa Dadis, on pense à la première partie de cette transition. Alors, expliquez-nous un peu quelles sont vos relations aujourd'hui avec capitaine Dadis et avec général Sekouba Konaté. Bon, comme je l'ai toujours dit, vous savez, chaque fois qu'on parle d'Idrissa Chérif, on fait allusion directement au capitaine Moussa Dadis Camara, et on fait allusion directement au CNBD. Et on fait allusion à la transition militaire de 2008 à 2010. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. D'abord, mes relations avec le capitaine Dadis sont des relations au beau fixe. Vous savez, je n'ai pas un comportement jurette. C'est-à-dire que quand c'est bon, je suis là, quand c'est pas bon, je disparais. Non. Donc, ça ne fait pas partie de mon éducation déjà. Donc, le capitaine, je l'ai connu avant qu'il ne soit président. J'ai eu des relations avec lui, avant qu'il ne soit chef d'État. Et après la présidence, les relations doivent continuer. Voilà. Donc, ceux qui sont venus par la présidence, avant, il avait des amis. Il était très ami à Bouakabari. Bakary Bikap. L'ami à Bouakabari. Avant qu'il ne soit président, ils ont toujours gardé les mêmes rapports, les mêmes relations. Comme moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Je communique avec la différence. Nous avons communiqué tous les jours. Avec le général Konaté, j'ai pas de problème avec le général Konaté. Je l'ai rendu 2 fois visite à Addis Abeba. Nous nous sommes retrouvés encore à Ouaga. Nous nous sommes retrouvés à Dakar. Nous nous sommes retrouvés au Maroc. Donc, ce qui veut dire qu'on a des relations au beau fixe. Et c'est un monsieur que je respecte et qui m'a toujours respecté. Mais ce qui est curieux dans tout ça, c'est que le capitaine Moussa Dadis, le général Konaté et vous, personne d'entre vous n'a mis pied en Guinée depuis que vous avez cédé le pouvoir au président Alpha Condé. Est-ce que vous ne venez pas ici parce qu'on vous empêche de venir, ou bien parce que votre sécurité est menacée en venant, ou pour quelle autre raison? D'abord, j'ai aucun problème, j'ai aucune adresse à Conakry, que je traîne. Et je l'ai dit à plusieurs reprises. En 2015, j'étais à Conakry pour les élections présidentielles. J'étais avec Kida Touré que j'ai soutenu. Nous avons fait toute la campagne ensemble. Après l'échec présidentiel, je suis rentré à Abidjan. Comme je viens de vous le dire, j'ai des préoccupations professionnelles. Et je tiens à ces préoccupations professionnelles que de venir m'asseoir dans le vide, comme ça à Conakry, ne rien faire la politique, faire uniquement que la politique. J'ai dit non. Voilà, donc la politique a son temps et a ses moments. Donc c'est l'un de ces moments que moi je suis. Voilà, donc je n'ai aucun problème. Comme je vous l'ai dit, moi j'échange avec le président. Moi j'appelle le président, je discute avec le président, c'est pas de problème. Je parle avec ses collaborateurs, je discute avec le PNI. Kassuri Fofana, nous échangeons. Bon, je l'appelle, nous discutons. J'ai aucune adresse, aucun problème avec quoi que ce soit. Je rentrerai bientôt. Si ce n'était pas le plan de ce confinement, je serais déjà à Conakry. Et quelles sont vos relations? Tout est préparé pour que je sois à Conakry, pour que justement je m'occupe de mon parti politique, pour affronter les décharges de 2020. Et avec Sidia Touré, est-ce que les relations sont toujours beau fixes? Oui, c'est un grand frère. Sidia est un grand frère avec qui j'échange beaucoup. Quand il a besoin, nous voyons, nous échangeons. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et vraiment, c'est une bonne appréciation. Pour ta personne et pour sa vision politique. C'est pas de problème. Mais je me dis que certainement, bon, à un moment, il est parti avec le professeur, bon, c'est son choix à lui. Et il est revenu encore à l'opposition, bon, c'est son choix. Je respecte tout son choix. Donc moi, je garde toujours mes bons, de très bons rapports avec eux, comme avec Selou. J'ai de très bonnes relations avec le président Sédial. Qui est un ami, qui est un frère. Il est très bon ami, qui est un frère. Alors, et Guillaume Soro, vous êtes toujours en contact avec lui ou pas? Oui, bien sûr, c'est un ami, c'est un frère. C'est un ami. Guillaume, je l'ai connu quand il était étudiant. C'est pas le fait qu'il soit
président comment on appelle, il a été ministre, le président de l'Assemblée nationale, premier ministre, il a fait notre relation. J'ai connu Guillaume Soro depuis 96. Donc je l'ai connu depuis 96, depuis qu'il était étudiant. Donc j'ai connu Guillaume Soro, quand il est venu aux affaires, bon, je l'ai connu. On a fait de beaux rapports. Bon, de toute manière, quand j'en passe, hein, oui. C'est la politique. Mais ça... c'est au pouvoir sans mes amis. Mais une frange de l'opinion, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous suivez bien ce qui se passe en Guinée, une certaine frange de l'opinion nationale vous accuse, quand je dis vous, je parle également du capitaine Moussa Dadis, vous, Général Konaté et tous les ténors de la transition, vous accusent d'avoir très mal géré cette transition et d'être responsable de ce qui arrive à la Guinée aujourd'hui. Bon, effectivement, je vais pas contester. Je pense que la transition était venue pour mettre le pays sur les rails. Il y a eu des dérives. Vers la fin du mandat du président Conté, qui fut mon père, j'ai été très proche du président Conté, très proche du président Conté, que j'ai servi depuis 8 ans. Et il me faisait beaucoup confiance. Et j'ai effectué assez d'émissions pour le président Conté. Mais les Guinéens ne m'ont pas connu. Mais quand tu vas demander à d'autres personnes, nous disons que Chérif a été connu. On a connu Chérif au moment de la transition de Dadis. Non, j'ai dit non. Dadis et autres étaient des subordonnés. Voilà, parce que j'étais très proche du président Conté. J'étais aussi conseiller personnel du ministre Kabele Kamara qui fut ministre à l'époque. Et voilà. Bon, en ce qui concerne le fait que je sois proche de Dadis et autres, je pense que cela est lié de ce côté-là. Mais donc, la gestion. Est-ce que vous assumez d'avoir vraiment contribué à cette mauvaise gestion? C'est-à-dire, la question c'est, est-ce que vous vous sentez responsable d'avoir de l'échec? Non, je reviens sur la gestion de la transition. Okay. C'est-à-dire que la transition militaire est arrivée à un moment où, certainement, les militaires ont pris le pouvoir. C'est pas militaire, c'est pas d'armes. Dadis et ses compagnons compris les armes. Mais compte tenu de mes rapports avec le président Dadis, donc il m'a approché et il m'a nommé conseiller spécial, comme tout le monde. Et après la démission de Thibou, j'ai été nommé ministre à la place de Thibou. Après le 28 septembre, j'ai été nommé ministre de la communication, à un remplacement ici. Donc le décret me stipulait bien. La mauvaise gestion de la transition, c'est parce que, bon, je pense que, dit que la transition était mal gérée, j'ai dit non, la transition a été bien gérée. Elle a été bien gérée, n'eût été les événements du 28 septembre qui sont venus se greffer à la bonne gestion du CNDD, et ce qui a tout capoté. Voilà, ce qui a tout capoté. Sinon, justement, le 28 septembre. Et vous avez vu les actions qui ont été posées par le CNDD avant les événements du 28 septembre. C'est appréciable. Ils ont travaillé. Ils ont butiné. Et l'économie a été redressée. Donc on ne peut pas dire que ça a été mal géré. Voilà, donc chacun donne son appréciation et moi ça y va. Ah, quand vous dites que l'économie a été redressée, c'est le contraire. Ceux qui ont pris les rênes du pouvoir, on dit qu'il n'y avait pas plus de 500 qui parlait de $100 même, $500 dans les caisses de la Banque centrale, que les militaires ont pillé le pays. Je ne suis pas comptable. Nous ne sommes pas, Dadis n'est pas comptable de la deuxième transition, il n'était plus là. Vous savez, au temps de Dadis, personne ne pouvait prendre quoi que ce soit dans l'économie. L'économie était gérée convenablement. À la douane, il y avait Alpha Diallo qui était directeur général de la douane. Et vous avez le jeune capitaine et personne ne pouvait prendre quoi que ce soit. Parce que je vous l'ai dit, j'ai dit que du début de la transition jusqu'à la fin de la transition, jusqu'à ce que nous partons, moi j'ai pas eu plus de temps pour venir continuer. C'est pas possible. Idrissa Chérif avec nous en direct dans Idelink, il est ancien ministre de la communication de capitaine Moussa Dadis. Il y a des défis économiques de la deuxième transition, ça je ne sais pas qui oui ou non. D'accord. Bon, ça, c'est un bilan que le procès doit dresser avec le général qu'on a fait. Les unis n'étaient pas encore papier de défense.
Alors, qu'est-ce Mais je dis, au moment où j'étais la première transition, on sait les recettes que la douane faisait, on sait les recettes que le port faisait. Donc, on savait qu'il n'y avait pas de série de pays. Alors, qu'est-ce que vous savez de ce 28 septembre? Parce que vous en avez parlé. Et ça a été le tournant. Voilà. Ça vous fait rire. On sait que vous étiez très proche. Parce que vous aviez défendu à un certain moment. Voilà. Vous étiez là, le ministre qui parlait dans tous les médias. Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 24 septembre au camp Alpha Yaya? Qu'est-ce qui s'est passé entre cette nuit jusqu'au moment où les militaires sont arrivés au stade? Tout ce que vous savez. Bon, moi, je comprends que c'est moi qui suis le seul Chilien. J'ai l'impression que je suis le seul Chilien de ce qui s'est passé, ou le seul historien de ce qui s'est passé. Non, votre part de l'histoire. Quelle est votre part? Votre témoignage. Non, je suis à l'aise. Comme je vous le dis, je suis à l'aise et je souhaiterais que vous soyez à l'aise comme moi. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Vous savez, j'ai pu le dire et je l'ai clamé la dernière fois avec Espace et Évasion. J'ai donné ma part de vérité sur ce qui s'est passé le 28 septembre. Ce que je savais. Le jour qu'on prenait, quand Dani s'appelait Sibia, je n'y étais pas. Je dois citoyen à la masse, je n'y étais pas. Et je vous l'ai dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, et je suis YouTube, avec mon émission avec Moussa Moïse, j'ai été très clair. Et je l'ai relaté. Donc, quand on me repose un peu les mêmes questions souvent, bon, ce ne sont pas fâché. Bon, ce ne sont pas les mêmes auditeurs, c'est pour ça qu'on pose la question. On veut justement aussi je reviens, je suis à l'aise. Allez-y. Je suis à l'aise, vous me mettez à l'aise. Voilà. Je suis très à l'aise. Je vous mets à l'aise. Et la qualité d'écouter un peu... Vous êtes à l'aise. Oui, c'est que je veux que vous... plus à l'aise, vous êtes à l'aise. Est-ce que vous portez des écouteurs? Je vous pose une question, je vais répondre à la question. Je voudrais que vous... Septembre, voilà, le 28 septembre, je dormais. Ce lundi-là, je dormais. J'étais couché, je dormais. Et je me suis réveillé à 16h. Par un coup de fil de RFI. Tu me demandais qu'il y a eu des événements au stade du 28 septembre. Et est-ce qu'il peut parler à un ministre? J'ai donné le numéro de Thibou. J'ai dit d'appeler Thibou. Et j'ai même appelé Thibou. Le ministre Thibou, je lui ai dit, monsieur le ministre, le ministre de la communication. Je lui ai dit, bon, monsieur le ministre, il y a RFI qui veut parler à un ministre. Je ne sais pas ce qui se passe. Thibou m'a relaté juste un peu. Il m'a dit, bon, donne mon numéro pour qu'on puisse m'appeler. Et j'ai remis le numéro de Thibou. Quand ils ont appelé Thibou, il m'a pas de chose. Après, ils m'ont appelé, ils disent, il ne décroche pas, je donne le numéro de Istopera. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, non, moi je ne peux pas parler puisque je suis ministre des sports, mais pas ministre de la communication. Il faut d'Atibou d'appeler. Il dit, bon, il a appelé Tibou, il a dit, le portable de Tibou est sérieux. Vous voulez qu'il lui dise quoi? Il y a une situation qui est arrivée. Il fallait qu'on s'informe pour savoir ce qu'il y a. C'est ainsi que moi, je me suis levé, j'ai pris ma douche, et je suis sorti, j'ai vu que ma propre sécurité ne me tient pas en place. Donc j'ai compris qu'il y avait des événements. Et à 19h, à 18h, il y a RFI qui m'ont appelé. Quand j'ai eu quelques informations, et puis je leur ai dit, bon, c'est une marque qui était interdite, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. À 19h30, il y a Christophe Bongo qui m'a fait vers 19h, il m'a dit qu'il veut parler au président de la République. Donc j'ai eu le président au téléphone. Et j'ai demandé au président de la République, monsieur le président, je ne sais pas, il m'a dit que c'était difficile pour David de répondre. Je voyais que la voix était prise. Donc, je lui ai dit, monsieur le président, je comprends un peu la situation, mais est-ce que vous pouvez vous estimer sur les antennes de RFI? Il m'a dit non, c'est trop juste. Je ne peux pas maintenant parler. Et j'ai insisté. Il a dit, bon d'accord, donne mon numéro pour qu'il m'appelle. 2 minutes après, quand j'ai remis le numéro à Christophe Bourgoubien, c'est aussi maintenant que David me rappelle, il me dit non, je ne peux pas parler parce qu'il était en face de Korka. Et j'entendais la voix de Korka qui dit, monsieur le président, vous ne pouvez pas parler. Korka Diallo, vous ne pouvez pas parler. Et c'est ainsi que j'ai insisté encore. Et le président, j'ai insisté encore. Et le président a dit, bon,
Je vais prendre. C'est ainsi que le président s'est exprimé, il dit qu'il ne contrôle pas l'armée, etc. Vers 23h, je me suis rendu au camp. Et arrivé au camp, j'ai trouvé Petit Faro faire paix à son âme. J'ai trouvé Laï Condé, qui est directeur général du tourisme. Kaba Bachir, qui est en Belgique. Il y a aussi Kaba Bachir. Nous étions trouvé autour du président et d'autres personnes qui étaient là avec Bouaka Bari. Et tout le monde. J'étais autour du président. Et le président était dans le couloir, il était en train de pleurer. Il pleurait dans le couloir. Pour ces événements. Il a même dit cette nuit qu'il démissionnait. Il dit, appelez Mamandou, appelez la presse, qu'il vienne de démission cette nuit-là. Je le dis à tout le monde. Comment des gens peuvent aller tuer des personnes? Moi, je dis ce que j'étais. Et que quelqu'un vient me contredire sur ce plateau. C'est là, Laï Condé a dit, monsieur le président, si vous démissionnez cette nuit-là, cette même nuit, l'armée va vous tuer. Voilà comment c'est resté. Il faut que les gens sachent des choses. Il ne fallait pas. Quand les gens, quand la presse était déjà là, la presse internationale était déjà venue à Conakry, ils ont empêché la presse internationale d'avoir accès aux hôpitaux et à la mort. Je suis allé voir le président. J'ai insisté devant le président, mais on empêche la presse de rentrer. Le président appelé Papa Koulou m'a dit qu'il avait chéri à la mort avec les journalistes qui n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent voir les hôpitaux. C'est ceux qui voient les malades. C'est ceux qui voient les blessés. Et ceux qui voient la mort. Voilà comment sur France 24, vous m'avez vu avec Papa Koulou qui était le chef, comment on appelle, qui était le chef de mission. Nous sommes allés, on a envoyé les journalistes, la presse, on a dans les hôpitaux, pour qu'ils puissent interroger les malades, et ensuite aller à la mort pour voir le médecin légiste. Et quand on a vu le médecin légiste, il a donné le nombre de morts qu'il y avait. Il a dit, moi j'ai reçu 57 morts. Et voilà des corps que j'ai reçus. Et les journalistes sont filmés, de France 24 ont filmé tout ça. Avec Katena Mousso, avec Virginie Herse et autres. Moi, je me suis battu pour que la lumière soit faite, pour qu'on puisse occulter certaines vérités. Au plan, il a dit, mais que quelqu'un vienne me contrôler sur ce plateau. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont envie de dire, mais moi, c'est pas mon problème. Oui, mais concrètement. Souvent, ils font allusion à ce qui s'est passé dans la voiture. C'est moi qui ai plus Virginie Herse dans ma voiture. On a l'impression que non, j'ai dit ça, j'ai fait l'allusion à la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu une rébellion qui a fait de victimes. Mais les gens ne sont pas empêchés pour essayer de dépousser la rébellion. Sur ce qu'ils devaient faire, on les a invités à Marcoussis et à Kléber, en France. À Marcoussis et à Kléber. C'est pas à tout le monde pour discuter et puis former le gouvernement du Nord national avec Babou. Pourquoi ne pas inviter tous les Guinéens sur une table de négociation et puis discuter? C'est ce que j'ai dit. Mais quand on coupe une partie, on met une partie à côté, on peut comprendre que parce que c'est un texte, parce que c'est un détail de charge médiatique. Mais moi, je ne rentre pas dedans. Je rentre pas, je ne participe pas. Si il m'a pas de vérité, je ne rentrerai pas dans tous les détails. Je pense qu'il y a la justice qui est là, qui fait des enquêtes. Et faisons confiance à cette justice pour créer la montagne des Guinéens au moment venu. Est-ce que vous avez témoigné devant le pôle des juges d'instruction en charge de ce dossier ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez témoigné devant le pôle des juges d'instruction en charge de ce dossier du 28 septembre? Non, mais je ne suis même pas. On peut me convoquer devant les juges. Est-ce que je ne peux pas le convoquer puisque je suis même pas acteur? Oui. Mais est-ce que oui, vous n'êtes pas acteur, on le comprend bien. Je n'ai jamais été intéressé ni me demander quand vous m'avez invité. Non, parce que je ne suis pas acteur. Je vous dis que j'ai été nommé ministre après le 28 septembre. Effectivement, oui. Voilà. Mais vous êtes sur la base de ce que vous venez de dire, hein, vous êtes témoin. Votre témoignage pourrait être assez intéressant parce que ça permettra à ce que vous venez de dire aujourd'hui, c'est déjà des éléments qui peuvent aider à la manifestation de la vérité. Maintenant, la question, est-ce que vous êtes... Non, mais ce que j'ai dit, tout le monde peut le dire. Oui, tout le monde peut le dire. Non. J'ai dit, Bata Bari peut le dire. Oui. Mais est-ce que vous êtes... Matra Bangoula peut le dire, il n'y a pas de problème. Voilà. Et vous... C'est pas quelque chose ce que je viens de dire, c'est pas un sujet de professionnel, non. C'est pas quelque chose qui
C'est pas un citoyen, non. Maintenant, comme vous étiez dans le terrain... Je pense qu'il faut éviter ce genre de situation. Moi, je pense qu'il y a une justice qui a un dossier en main. Donc, c'est la justice à son travail, ils ont des enquêtes, c'est des professionnels. Ils savent ce qu'ils font. Pourquoi chercher à connaître, à percer? Il y a une justice qui est déjà là. Il y a des enquêtes qui ont été faites. Et les sons de la cour, quand ils seront prêts, ils feront le jugement, ils vont convoquer ceux qui doivent convoquer, ils viendront pour s'exprimer. Et en plus de ça, il faudrait qu'il y ait la paix. Il y a eu des situations difficiles comme ça ailleurs. Mais les gens, ils ont trouvé des solutions. Ils sont assis, ils ont parlé, ils sont pardonnés. C'est le pays, il faut avancer. Il faut reconnaître le droit de ceux qui sont morts, voir les phalanges de ceux qui sont morts. Et puis régler le problème tout le monde. Et puis après, mettre la paix, et puis c'est tout. Est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui, M. Idrissa Chérif, compte tenu de votre proximité, à l'époque avec Capitaine Dadis et avec la junte, de dire, est-ce que vous avez entendu le nom de celui ou des personnes qui ont demandé aux militaires d'aller au stade? Bon, vous savez, je vous ai dit que je dormais. Donc je ne veux pas être témoin de ceux qui sont allés au stade. Peut-être que ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on vous a dit aussi. Je vous ai dit que je suis rentré au camp à 23h, je dormais, je me suis réveillé, c'est RFI qui m'a réveillé. Et ce jour-là, RFI n'avait pas mon numéro, c'est la chanteuse Aïcha Kone qui a donné mon numéro. Je vous l'ai dit aujourd'hui, qui a donné mon numéro à RFI. Il dit, appelez chérie parce qu'on n'arrive pas à dire, personne. Ils m'ont joué au téléphone, je dormais. Vers 17h, 16h, 17h. Je suis franc, vous savez que j'ai passé par 4 chemins, je suis très franc dans mes propos, et c'est comme ça que je suis. Parce que je vous ai dit une chose, il y a certaines personnes qu'on peut acheter avec de l'argent. Mais il y a d'autres qu'on achète avec l'honneur et le respect et la considération. Je suis dans la deuxième catégorie des personnes. C'est pas avec l'argent que tu peux m'acheter. Mais le respect et la considération, oui, effectivement. Je suis très à l'aise quand je parle. Voilà. Idrissa Chérif, président du Parti Union pour le changement de Guinée, ICG avec nous en direct dans Idelens. Vous gardez la ligne, on va marquer une courte pause et puis on reviendra à vous pour aborder d'autres actualités. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 en direct avec nous dans Lynx. Idrissa Chérif, il est président du Parti Union pour le changement de Guinée ICG. Alors, monsieur Idrissa Chérif, puisqu'on parle du passé, on va revenir sur le 3 décembre 2009. Et je ne sais pas où étiez-vous, comment vous avez vécu aussi cet autre épisode de la transition avec le capitaine Dadis lorsqu'il a reçu cette balle. J'ai pas compris. Je disais, il y a eu aussi le 3 décembre 2009, lorsque le capitaine... Oui. Voilà. Comment vous avez vécu cette parenthèse aussi? Et ce tournant même de la transition. Ok. C'est quelque chose de très intéressant, cette question. J'ai dit que c'est une question de valeur. Que les gens ont le droit de connaître ce qui s'est réellement passé sur le jour du 3 décembre. C'est important. Parce que c'est ce jour-là que je me suis exprimé de 18h jusqu'à 9h du matin. Sans fermer les yeux. Partout avec toute la presse du monde. Donc j'ai communiqué partout avec tout le monde. Donc je suis à l'aise. D'abord, le 3 décembre, j'étais à Abidjan. Le 3 décembre, on a créé ce président Dadis, j'étais à Abidjan. Donc, j'ai été appelé au téléphone le 2 par le président Compaoré, qui m'a dit, écoute, Chérif, je cherche à te joindre le téléphone, mais je n'arrive pas à te joindre sur ton numéro de Conakry. Donc, je viens t'avoir parce qu'il y a mon jeune frère, François, qui doit aller à Conakry. Donc, il faudrait que tu sois à Conakry. J'ai dit, monsieur le président, je suis arrivé hier, ma mère était un peu souffrante, donc j'ai pris une permission du semaine pour venir voir ma mère. Donc, je suis arrivé avant-hier, je n'ai même pas encore vu ma mère, donc il faudrait que je ne peux pas aller retourner à Conakry maintenant, je suis permissionnaire. Mais je peux appeler le président pour que le président puisse
les recevoir immédiatement. Il m'a dit non, il faut que toi-même tu sois à Conakry. J'ai dit ok, monsieur le président, je suis au garde-boue. Donc on me dit qu'il y a un vol. Il me passe son conseiller, Moustapha Chafi, qui me dit écoute, il y a un vol demain à Air Ivoire, ex-Air Ivoire, qui part à Conakry, mais le vol passe par Bamako et arrive à Conakry à 15h45, de 3 à 15h45. J'ai dit non, et vous arrivez à quelle heure? Il dit qu'ils arrivent à 16h. J'ai dit non, Moustapha, vous ne pouvez pas arriver à 16h parce que mon vol peut faire un retard. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas vous recevoir à l'aéroport. Donc, venez certainement vers 16h30 ou 17h. Donc, voilà comment est-ce que le lendemain, j'ai pris Air Ivoire, passant par Bamako, Conakry, et je suis arrivé à l'heure à 15h45. Comme j'avais du temps, je ne peux pas attendre à l'aéroport, je suis allé directement à Novotel pour faire les réservations et j'ai appelé le directeur du garage du gouvernement qui est en ce moment le commandant David Souma, il est colonel maintenant, colonel David Souma. Je lui ai dit de me faire venir des véhicules à l'aéroport pour prendre les étrangers du président. Donc, j'ai donné des instructions à David et je suis venu à Novotel. Je suis resté à la réception. J'ai pris les suites et puis quelques temps passés, ils m'ont dit que j'étais 9 personnes. Donc, je repartais à l'aéroport. C'est ainsi que j'ai reçu un coup de fil sur mon téléphone pour me dire qu'on vient de tirer sur Dadis. Comme j'étais avec mes hommes, qui a tiré sur Dadis? Qu'est-ce qui se passe? Il était où? Qui l'a tiré sur lui? Donc j'ai fermé. Et puis j'ai appelé son jeune frère, Jacques. Il m'a dit qu'il n'est pas informé. Qu'il ne sait pas ce qui se passe, mais qu'il n'est pas informé, qu'il lui n'est pas au camp, il les obtient. Qu'il n'est pas au camp. Après, j'ai reçu un autre coup de fil qui me confirmait effectivement qu'ils ont tiré sur le président. Donc j'ai gardé mon sang-froid. Je suis allé, quand je suis arrivé à l'aéroport, automatiquement, j'ai vu l'avion, personnel du président comparé qui atterrissait. Donc, j'ai reçu son jeune frère et d'autres personnes. Donc, j'ai demandé au commandant du panel, au commandant du salon VIP, Thiemo, le colonel Thiemo, je lui ai dit, mon colonel, je suis obligé de prendre les étrangers, je ne passerai pas au salon, nous allons conduire directement. Donc, je vous laisse les passeports, mais moi, je vais avec les étrangers. Donc, j'ai laissé les passeports, et après, vous déposez les passeports à Novotel. Donc, j'ai pris les étrangers sur le tarmac, et puis nous sommes allés, et en venant, j'ai vu que les véhicules roulaient à 109. Nous sommes allés, arrivés au camp Samori, j'ai vu qu'ils ont mis des barrages. Donc, j'ai vu quelqu'un que je connaissais, un militaire Maxime. Quand il m'a vu, il dit, monsieur le ministre, continuez. Quittez ici. Donc, je suis allé, en ce moment, personne ne sait ce qui se passe, même les étrangers ne savent pas ce qui se passe. Je les ai logés dans les différentes chambres, et je suis descendu. Je suis descendu avec Moustapha Chafi dans la chambre, dans la suite de Moustapha Chafi. C'est là que j'ai informé Moustapha Chafi, j'ai dit, ils ont tiré sur le président. Et j'ai la confirmation. Mais, ce qu'on me dit, on me dit qu'il n'est pas mort. Il m'a dit, c'est Touma qui a tiré sur lui. J'ai dit, oui, comment tu as su que c'est Touma? Il dit, on en parlera. Donc, je les ai laissés. Et mes hommes m'ont dit, ma sécurité, mon aide des camps et autres, ils m'ont dit, monsieur le ministre, on est obligé de vous sécuriser. Donc, vous devez quitter ici. Et je leur ai dit non. Je vais rester avec les étrangers. Ils m'ont dit non, il faut que vous quittez l'hôtel, il faut qu'on aille ailleurs, on va vous sécuriser. C'est ainsi que nous sommes allés, je me suis sécurisé et je suis resté en contact permanent au téléphone avec Papa Kourma, avec tout le monde, j'étais au téléphone. Et après que le Faro est venu faire une déclaration à la télé, et ainsi de suite, c'est là que j'ai attendu 19h. Enfin, j'avais tellement d'appels de RFI que je ne prenais pas. C'est là que je me suis exprimé. Je me suis exprimé. Effectivement, ils ont tiré sur le président. Et nous sommes au camp Alphaï à Diallo. Nous sommes en conclave avec les différents chefs d'état-major des différents corps d'armée.
En temps, RFI est en train de dire n'importe quoi, ils ont tué sur sa tête. Donc j'ai pris mon sang froid et j'ai réfléchi à ce qui s'est passé au Rwanda. Je me suis dit, attention, c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Radio 1000 Collines, j'ai de nouvelles informations qui ont fait que les gens se sont embrassés. Dadis est un homme très populaire et aimé par sa communauté. Donc les gens, si on dit que Dadis est blessé gravement, il est mort, les gens peuvent s'attaquer à d'autres communautés. Et puis ça peut prendre des étincelles à Conakry. Et ça va exploser. Donc il fallait, pour moi étant un expert en communication, il fallait réfléchir et puis donner le bon ton. Donc, j'ai dit, nous sommes en Kalfaye à Diallo, nous sommes en conclave avec les différents chefs d'armée, les différents corps d'armée. Elle m'a posé la question. Mais n'est-il pas blessé? Je dis, mais si on est blessé, on va à l'hôpital. Mais je vous dis que nous sommes au cas avec le président de la République. Il fallait prendre le fond pour calmer tout le monde. Pour ne pas que, pour moi qu'on dise, non, le président est blessé grave, c'est grave. Il faut éviter ce genre de situation. Donc pour moi, j'ai joué un rôle important. Pour calmer tout le monde, en tant que ministre de la communication, je me lève, je dis, mais écoutez, le président Dadis a été touché gravement à la tête, etc. Sa vie en danger. Je peux savoir les conséquences de ma déclaration. Ça peut être très dangereux, ça peut être très dangereux pour moi, mais pour tout le monde. Sa communauté peut sortir et attaquer les autres. C'est comme ça que ça commence. Donc, j'ai commencé à communiquer. Il a pris son petit déjeuner, il a marché, il est monté dans l'avion, il est parti au Maroc pour des soins complémentaires. Donc j'ai compris, les gens ont compris que vraiment on ne peut pas m'attraper en matière de communication, c'est peut-être difficile, parce que ceux qui voulaient, ça ne peut pas se réaliser. J'ai joué mon rôle de communicateur. Mais des gens m'appelaient, ils ont dit, arrête ça, arrête de parler comme ça. Mais je ne pouvais pas. Moi, je savais ce que je voulais. Je savais où j'allais. Et je savais que c'était difficile. Mais ce que les gens n'ont pas dit, ils ont cru que Dadis allait sur une civière. Mais demandez les différents chefs d'état-major qui sont encore là-bas. Il y a d'autres encore qui sont en service comme Baldé. Comme Alpha Ousmane Diallo, mon frère Alpha Ousmane Diallo, qui est inspecteur général des services des armées. On était tous là. Avec tous les états-majors, Dadis n'est pas allé sur une civière. Il a marché. Il est passé par derrière, il s'est assis dans la voiture, il a marché pour monter dans l'avion. Il n'est pas allé sur une civière. C'est quand je parlais, les gens pensaient qu'il est en train de mentir, mais tout ce que je disais, ce n'était que la vérité. Je n'occultais rien. Je vous mets à l'aise. Oui. Parce que je suis d'autant plus à l'aise. Quand je m'exprime, je suis très à l'aise. Mais vos les gens peuvent dire n'importe quoi, mais moi, je n'écoute personne. Oui. J'écoute ce que j'ai eu à faire. Mon travail, moi, j'ai fait que mon travail. D'autres cherchaient des postes, je cherchais à prendre ce pouvoir rapidement. Mais moi, j'ai maintenu la situation. J'ai maintenu la stabilité. Par mes prises de position, parce que c'était franc. Et j'avais pas d'argent derrière. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit, allez-y, fouillez dans les finances. Si vous voyez un seul centime que j'ai pu prendre, j'ai pu extraire, on m'a extrait, on m'a donné, faites-moi fuser à l'esplanade du palais. Faites-moi fuser à l'esplanade du palais. Je n'ai reçu aucun centime. J'ai communiqué par le patriotisme pour calmer la situation. Il y a des Guinéens qui étaient là-bas qui sont venus m'aider quand je sortais, comme Tibou Kamara. Ah, il vous en voulait pour avoir dit la vérité. Comme Baka Paris, il sait que lui, il a eu besoin de l'argent pour que quand je dois rentrer, il a eu besoin de l'argent pour que je rentre. Mais vous voyez que si j'avais plus de l'argent, c'est net que j'allais prendre. Non. Ouais. Soyons sérieux. Vous ne connaissez pas la personne, c'est difficile que vous me jugez, parce que pour juger quelqu'un, il faut l'approcher. Quand vous discutez avec lui, vous avez toutes les vérités et vous allez tout comprendre. Parce que les gens se sont mis à penser que toutes les velléités qui se sont passées, c'est moi j'ai dicté mes lois à Dadis. Oui, fais ceci, fais cela. Ils savent que ceux qui étaient proches de Dadis. Ils savaient que ceux qui étaient plus proches de Dadis. Je n'étais même pas la première ligne. Donc soyons sérieux. Puis, Dadis et moi, c'est un problème de fraternité, c'est un problème de sens, c'est un problème de respect mutuel entre lui et moi. Il a compris que vraiment j'avais un sens élevé. S'il m'avait fait confiance depuis le début de la transition, on ne serait pas arrivé là.
Mais on n'allait même pas arriver là. On comprend, on sent absolument la sincérité à travers ce que vous dites. Et revenons un peu à l'hôtel. Lorsque un de vos hôtes vous a dit, c'est Toumba qui a tiré sur lui, vous avez dit comment il a su, il a dit on en reparlera. Est-ce que vous avez eu le temps d'en reparler? Si oui, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. J'ai dit l'autre burkinabé qui vous avait demandé à l'hôtel, qui vous avait dit à l'hôtel, c'est Toumba qui a tiré sur Dadis. Vous lui avez demandé, oui, comment tu l'as su? Il vous a dit, on en reparlera. En aviez-vous reparlé? Non, moi j'ai plus demandé. Moi j'ai plus demandé. On est en politique. Oui. Donc je vous ai dit que j'ai fait des sciences po. Je suis un homme très outillé en politique. Donc il y a des choses que je parle, je ne parle plus. Ça veut dire que lui, ça veut dire que il avait des informations. Il avait des informations. Peut-être qu'il avait été informé par le président Blaise Compaoré ou un autre qui lui a dit certainement, qui lui a donné des choses qu'il n'a pas pu vous dire à l'instant, mais qu'il aurait pu vous dire. De toute manière, Dadis a été touché par la tête. Le lendemain, Dadis a voyagé avec eux. Ils sont partis. Et je vous ai dit que je me suis sécurisé. On ne s'est plus jamais revu, lui et moi. Ce jour-là, sauf quand ils sont partis à Dadis. À 5 h du matin, il y a Paca à Paris qui m'a appelé. Le jour qu'on a été sur Dadis, à 5 h du matin, il m'a dit, il y a l'avion médicalisé des Sénégalais qui est là. Donc, il veut l'envoyer le président Dadis à Dakar. Mais nous, on ne voudrait pas que Dadis aille à Dakar, on veut l'amener au Maroc, parce qu'ils sont plus spécialisés en matière de tête. Donc, est-ce que tu ne peux pas appeler le président Compaoré pour lui dire qu'on va utiliser son avion? Puisque l'avion personnel du Compaoré était là. J'ai dit, mais tu n'as pas besoin, François est avec moi, il est là. On appelle le petit président, mon frère, mon ami. François Compaoré. J'ai tout grand respect pour ce monsieur. François. Donc, il arrive, c'était juste une petite parenthèse de mourir, hein. Non, c'est en fait, vous faites des révélations très importantes là. C'est là que j'ai négocié l'avion. J'ai négocié l'avion pour qu'on puisse, avec François, et François a dit non, on ira avec Dadis au Maroc. C'est ainsi qu'ils ont pris Dadis, ils l'ont déposé au Maroc. Et ils sont retenus au Burkina. C'est ça, c'est important parce que. Et moi, j'ai plus le temps de parler de tout ça, et les choses sont allées plus vite, plus rapidement. Donc, ce n'était plus attractif pour moi de parler. Dadis était déjà sur les soins intensifs comment on appelle, au Maroc. Au Maroc. Et quand nous sommes allés à le général Konaté, on a trouvé Dadis sur les États assis, on causait avec lui. Personne ne peut dire qu'on allait, on a trouvé Dadis couché dans un lit. On l'a jamais trouvé dans un lit. On l'a toujours trouvé assis. Peut-être la question c'est justement pourquoi après sa convalescence, au lieu de revenir à Conakry, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a transporté à Ouagadougou. Bon, c'est la colle, hein? C'est ça la politique. Vous rentrez maintenant dans les faits politiques. Ouais, allons-y. Voilà, vous rentrez maintenant dans la politique. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Ah, vous êtes politicien? Ah, vous l'avez dit, hein? Voilà, donc je ne veux pas dans le débat. Parce qu'au moment où Dadis partait au Maroc, au moment où il quittait le Maroc pour Ouaga, il ne savait même pas qu'il partait, il pensait même pas qu'il partait à Ouaga. Parce que destination c'était Conakry. Et l'avion a été destiné pour Ouaga. Il avait été destiné pour Ouaga. Quand il est arrivé à Ouaga, il s'est dit non, de l'aéroport, il a dit non, qu'il va aller à Conakry. Qu'il dit c'est pas ici de venir. Il a fallu que le président Compaoré lui-même s'est déplacé, venir le chercher à l'aéroport pour dire allons, tu vas aller. C'est ainsi que le général Konaté et moi, et puis c'est loi, on a décidé de rentrer à Abidjan, on a demandé l'avion, on n'avait pas d'avion pour aller. J'étais obligé d'appeler le protocole du président Gbagbo pour lui demander au président Gbagbo de mettre son avion à notre disposition pour qu'on puisse nous transporter pour Ouaga. Et c'est le président Gbagbo qui nous a envoyé l'avion pour nous transporter jusqu'à Ouaga. Ça, c'est sur mon intervention. Mais qui s'est opposé? Qui s'est opposé à l'atterrissage de cet avion à Conakry? Qui a détourné ce vol de sa trajectoire pour l'amener à atterrir à Ouagadougou? Mais vous savez, comme je l'ai toujours dit, le 28 septembre a profité à qui? Est-ce que ça a profité à Dadis?
C'est ça le problème. Le gros point d'interrogation. Si Dadis ne vient pas à Conakry, ça profite à qui? Mais il faut chercher. Il y a un gros point d'interrogation qu'il faut répondre. Il y a toujours une question qu'on se pose. Donc, trouvez-vous même la question. Moi, je ne répondrai pas à cette question. On vous comprend, on vous comprend. Mais il y a eu la transition. Après, c'est Sekouba Konaté. En fait, après, c'est Sekouba Konaté qui est devenu président de la transition. Mais bien avant, Zoka, bien avant, M. Chérif, et ces discours, ces fameux discours, qui a coûté cher à tout le monde. Moi, j'étais ces jours-là avec une mission, le général Kor Kapia son âme, et M. le ministre Justin Moral qui est encore vivant, et d'autres. On était dans une université à Washington, précisément dans le Maryland, pour qu'il s'adresse à la communauté guinéenne. Nous avons été attaqués à coups d'eau pourrie, à coups de pommes pourries et autres là. On a appris que le lendemain, la veille, le président Dadis avait tenu ce discours à Boulbiné. Alors, qui l'a amené à faire ce discours? Qui l'a amené à dire, donc, puisque c'est comme ça, nous aussi, on va se présenter. En avril, c'est au mois d'avril. Au mois d'avril. Parce que tout a tourné, c'est le tournant décisif. C'est là où le déclin de la gente a commencé. Bon, d'abord, vous avez vu que moi, on m'a extrapolé toutes ces choses. On m'a dit non, c'est des assurés qui donnaient des nouveaux conseils à Dadis. Celui qui conseillait Dadis fait ceci, celui qui le conseillait. Dadis avait plus de 14. Il avait plus de 25 conseillers qui étaient autour de lui. 25 conseillers. Donc, mais autour de lui, il y avait ses ministres. Il avait ses hommes forts qui étaient des ministres, qui étaient autour de lui. Il avait aussi ses hommes forts de l'armée qui étaient autour de lui. Mais quand les gens partaient à Paris, pour aller parler du CNDD, pour aller faire la promotion du CNDD, est-ce qu'ils m'ont vu là-bas? Quand ils ont pris l'avion pour aller aux États-Unis, pour aller faire la promotion du CNDD, est-ce qu'ils m'ont vu là-bas? Quand ils ont pris l'avion pour aller rencontrer le président Kadhafi, est-ce qu'ils sont allés avec moi? Non, parce que je n'étais pas dedans. C'est eux qui partaient, c'est les autres qui partaient. Quand c'était bon, ils savaient qui partait. Quand c'était mauvais, on savait à qui donner. Bon, maintenant, les gens se sont levés et on les a lapidés à des yeux pourris aux États-Unis. Ils sont allés faire la promotion pour dire que Dadis doit rester, Dadis doit partir. Donc, il y a des groupes, Dadis doit rester et autres. On m'a vu, j'ai créé un groupe de soutien. On m'a vu dans un groupe de soutien. Non, je suis à l'aise. Oui. Mais donc, je ne sais pas que... Voilà. Vous devez savoir celui qui a... Parce que tout a commencé là. Si ce discours, bien avant, Dadis c'était très populaire, mais il a fallu ce passage à Boulbiné ce jour-là pour que tout dégringole. C'est que quelqu'un a dû lui dire... Non, à Boulbiné, j'étais à Abidjan. Le discours de Boulbiné, j'étais à Abidjan. C'est jour, j'ai joint le président au téléphone. J'ai vu ça à la télé, j'ai suivi à la télé comme tout le monde. J'ai joint le président au téléphone, il dit, président, je viens de vous suivre à la télévision. Il a dit non, ce n'est pas le fait que je vais être candidat, mais l'opposition est en train de m'accuser. Ils sont en train de me réduire. Je vais leur prouver que je suis guinéen. Il a posé une condition, si vous faites comme ça, voilà ce que je vais faire. Mais il y a un problème. Il y a quelque chose qu'on doit relever quand même. Vous savez qu'on est tous des intellectuels. Mais il faut relever. Quand le CNDD est venu au pouvoir, le communiqué numéro 1, c'est quoi? Dissolution du gouvernement. Suspension des partis politiques. Est-ce qu'il y a la levée des partis politiques? Suspension de la Constitution. Est-ce qu'il y a la levée? C'est parce que Daniel a donné l'occasion de s'exprimer. Il n'a pas levé la suspension. Et il y avait des manifestations. Alors qu'ils étaient déjà suspendus. Tous les partis politiques étaient suspendus. Et la Constitution était suspendue. Mais quand on se dit des choses, on n'était pas dans un état normal. Et les gens essaient de bien voir, de bien fusionner les choses, et puis le dire, c'est parce que Daniel les a considérés, il les a associés à sa gestion. Qu'ils ont demandé, non, on va faire des marches, on va faire ceci, Daniel a dit ça. Non, non. Je pense que les gens doivent réfléchir s'ils les donnent avant de pouvoir s'exprimer. Mais le cas de Boulbiné, ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce que là, le président, ça a été une erreur. Ça peut arriver, mais cela ne veut pas dire qu'on est candidat. Comme aujourd'hui, on dit que le professeur Alpha dit qu'il est, mais il n'a jamais prononcé qui c'est qu'il est candidat. Donc, si on comprend, même si on trouve qu'il y a des intentions, même si on voit, même si les gens font des dessins, pour eux que c'est ça, mais attends, mais il faut que lui-même manifeste.
pour dire oui, effectivement, il faudrait que je serais candidat, mais qu'on attend, qu'on soit patient. Bon, ça, c'est une parenthèse que je vous fais, je m'excuse, hein. Oui. Mais je vous dis que c'est un langage qui n'a pas été, qui n'est pas confirmé. Il a dit si. Le si, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. On peut mettre Paris dans une bouteille. Voilà ce que je vais faire. Je peux ôter la tenue, je peux me présenter. Mais ça ne veut pas dire que je vais me présenter. C'est différent. Idrissa Chérif, président du parti Union pour le changement de Guinée, ICG avec nous en direct dans Edelinx. Si on vous comprend, c'est comme si Dadis avait été piégé par les hommes politiques, l'opposition de l'époque. Ouais, l'opposition n'avait même pas le droit de manifester, puis il était suspendu. Il était suspendu par une ordonnance de prise de pouvoir. Est-ce que pensez-vous que de près ou de loin, le général Sekouba Konaté avait aussi joué un rôle dans ce jeu visant à faire un peu quitter Dadis du pouvoir? Est-ce que vous pensez que à l'époque il a fait le jeu de puissances étrangères qui n'en voulaient pas du tout, qui ne voulaient pas du tout de Dadis ou pas? Bon, de toute manière, le général Konaté a été un pion essentiel de la prise du pouvoir du CNDD. Il a été un pion essentiel. Oui, mais est-ce qu'il a été un pion? Est-ce qu'il a été un pion de ceux qui voulaient éveiller Dadis? Il a été un grand pion essentiel de la prise du pouvoir. Et il a aidé Dadis à venir au pouvoir. Ça, il faut lui reconnaître ça. C'est l'armée qui a pris le pouvoir. Par respect, ils ont donné le poste de numéro 2 à Toto, en tant que général, parce qu'il était avec eux. Mais Sekouba était l'une des pièces maîtresses de la prise du pouvoir. Mais dire encore qu'il a joué un rôle pour faire partie de Dadis, moi je ne peux pas confirmer ça à qui que ce soit. Il y a des événements qui sont arrivés, mais quand Dadis est parti, ça a profité à Sekouba. Il a profité. Bon, maintenant, moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut accuser des gens parce que j'ai envie de l'accuser, parce que j'ai envie de dire ceci. Non. J'ai dit que Sekouba a été une pièce maîtresse de la prise du pouvoir à Dadis. Dadis était très populaire au sein de l'armée. Toto voulait être président. Dadis voulait être président. Même si Sekouba avait l'ambition d'être président, déjà, il était avec Dadis. Donc pour lui, c'était difficile de s'exprimer pour lui être président. Et c'est Mathurin qui est venu, qui a partagé tout le monde. Il a dit, écoutez, monsieur le président, montez, l'armée vous a désigné comme président. Voilà comment Dadis est devenu président. Sinon, il y avait des bruits. Au début, au camp de Faya Diallo, il fallait trouver le président qui allait gérer. Et toute la masse militaire était derrière Dadis. Ben, sa popularité énorme, inconsidérable, considérable plutôt. Oui, non, ça on le voit. Ça on le voit. J'ai tout passé. Bon, il fallait reconnaître. Il fallait reconnaître parce que ce jour-là, il y a soirée. Le premier ministre soirée. Le premier ministre soirée était avec moi, avec le ministre de la Défense, Alman Kabir Kamara, avec le ministre du Pôle économique. Le ministre, excusez-moi. La connaissance, ça se dégrade là. Vous avez changé de position. Ne changez pas de position surtout. Voilà, allez-y. Voilà, non, ça va. Non, je suis assis. Voilà. Je suis assis. Avec le ministre Cissé du contrôle économique. Dès la prise du pouvoir, on a tous dormi. Moi, j'ai dormi chez le premier ministre soirée, avec le ministre de la Défense. Et le matin, Cissé s'est joint à nous. Et après, quand on a pris la déclaration de Dadis, c'est ainsi maintenant que... C'est ainsi maintenant que moi je... Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Allez-y. Voilà, mais ça va. Quand il a pris le pouvoir, c'est ainsi maintenant que nous sommes allés, je suis allé, on a sécurisé le Premier ministre, le ministre de la Défense. J'étais la seule personne qui savait où le Premier ministre se trouvait. Où le ministre de la Défense se trouvait. Et après, je suis allé voir Dadis, au camp. Je suis allé rencontrer Dadis au camp. J'ai dit au président Dadis, j'ai dit, mais écoute, là, je suis venu te voir. Il m'a dit, depuis là, je t'attendais, je suis arrivé, monsieur le président. Je suis là, puisqu'on était déjà amis. Et je lui ai dit, j'ai le Premier ministre avec moi, j'ai le ministre de la Défense, et j'ai le ministre du contrôle économique qui sont avec moi. Il m'a dit, bon, va me chercher le ministre de la Défense, tu m'envoies le Premier ministre. Non, président, c'est pas possible, il faut qu'on discute. Et nous avons discuté, et je lui ai dit, non,
on n'arrêtera pas, comme tu es un fils de Lansana Conté, tu ne peux pas arrêter les ministres de Conté. Donc, il faut laisser ces ministres aller chez eux. Tu as pris le pouvoir, l'armée vient de prendre le pouvoir, donc c'est pas la peine de faire des arrestations. Donc, j'ai négocié personnellement. Et le Premier ministre Soirée l'a dit dans Immersion avec Moussa Moïse. Il a dit shérif à négocier. Donc, j'ai négocié pour ne pas qu'on les arrête. Et ainsi de suite, j'ai demandé à ceux qui rentrent chez eux, quand ils sont rentrés, je leur ai dit convoque tous les ministres. Il a convoqué tous ces ministres sont venus. Je suis à la maison en ce moment, bon, l'ambassadeur Sako, père à son âme, qui était membre du CNDD, elle venait avec un car pour venir les prendre. J'ai dit non, chacun va avec son véhicule au camp. Et après, quand on les a installés à l'école de l'EMIA, dans une classe, et si j'allais venir au Pata, prendre Dadis de la chambre, dans le bureau de Sekouba, avec Sekouba lui-même, avec tous les membres, tous ceux qui étaient là-bas, il dit bon, on y va, parce que je suis avec les membres du gouvernement qui sont déjà là. Donc nous sommes allés, cette fois sur les images, vous allez voir que je suis le seul civil arrêté derrière Dadis. Tu as vu? Et c'est ainsi que Dadis a été ordonné à tous les militaires de rentrer chez eux. Donc si aucun ministre n'a été arrêté, c'est parce que j'ai négocié pour ne pas qu'un seul ministre soit arrêté. On est vraiment pris par le temps, voilà. C'est très bien, c'est intéressant, oui, je voulais dire, allez-y Abouba. Oui, je disais, est-ce que ce qu'on voit, vous l'avez dit, on a vu parce on était sur le terrain, on était des reporters, souvent on voyait Dadis qui brandissait souvent la main de Général Konaté, c'était comme si c'était les deux qui étaient aux affaires, donc c'était, on sentait en tout cas une atmosphère parfaite entre les deux, mais est-ce que dans les coulisses, il arrivait que les deux se disputent? Est-ce qu'il arrivait qu'il y ait tiraillement, qu'il y ait tension entre les deux? Bon, enfin, Dadis et Sekouba, je les ai jamais discuté. Dadis a apporté un respect, et Sekouba s'est respecté véritablement Dadis. Dadis ne prenait aucune décision sans informer Sekouba. Pour signer un décret, il faut que ça soit visé d'abord par Sekouba. Tant que Sekouba n'a pas visé, le décret n'est pas signé. Pour que je puisse remplacer, pour témoigner, pour illustrer ça, quand Dadis voulait me nommer comme ministre de la communication, mais bien, quelques petits soucis avec la ligne directe avec nous, Idrissa Chérif. Il faut qu'on revienne à cette question avec lui dans un instant. On marque une courte pause et puis on se retrouve juste après. Avec nous en direct dans de Lynx, Idrissa Chérif, il est président du parti Union pour le changement de Guinée ICG. Alors continuez, on était en train de parler de Sekouba Konaté et autres. Allô? Allô? Oui, vous pouvez continuer là où vous étiez là. Mais je sais même pas où j'étais. Bon, alors on pense qu'on a eu l'essentiel. Vous êtes président de cette formation politique. Une présidentielle est programmée pour 2020. Serez-vous candidat ou pas? Bon, effectivement, comme je vous l'ai dit, je suis leader d'un parti politique que vous savez, UCG, Union pour le changement de Guinée. Depuis février, je suis à la tête de ce parti. C'est pour venir gagner les élections, c'est pour gagner ces élections, c'est pas pour venir suppuler, parce que nous pensons que nous avons l'un des meilleurs programmes, et je peux même dire que nous avons un programme certifié. Un programme qui est inattaquable, où chaque Guinéen, chaque Guinéenne se trouvait à l'intérieur de ce programme. Un programme qui est vraiment solide. Sa solidité et son efficacité. Et moi-même, je suis dans les finances, dans la recherche de financement, auquel je trouve assez de financement pour plusieurs projets. Et des grands projets stratégiques. Donc, je suis candidat à l'élection présidentielle en 2020, avec mon programme que je vais détailler, si vous me permettez, après. Et vous allez voir que vous-même, vous allez vous retrouver au sein de mon parti
et vous allez donc voter pour l'UCG, pour le candidat. Alors, on verra bien votre programme. On est là pour l'écouter. On va l'analyser, on va se déterminer. Puisque nous sommes des citoyens également. Je vous le dis, c'est vraiment que, bon, d'abord, mon parti aura un congrès extraordinaire. Après ce confinement, je pense que je dois rentrer dans l'immédiat. Et dès que je rentre, je pense que je serai avec toute la presse et je vais rencontrer certains frères de l'opposition, d'autres aussi de la mouvance, de la mouvance. Et nous allons discuter sur des bases. Et ainsi de suite, on verra bien. Mais compte tenu de cette situation du coronavirus qui a mis tous les pays du monde à genoux, donc il n'est pas facile de s'exprimer à l'heure actuelle. Les économies sont presque en chute libre. Donc c'est pas facile. Donc il faut une solidarité autour de nos dirigeants pour pouvoir surmonter cette crise. Non seulement il y a 2 crises en même temps, en Guinée il y a 3 crises. Il y a la crise de ce virus du corona, et il y a la crise politique et il y a la crise économique. Donc il faudrait qu'on fasse appel à notre bon sens. Mais nous avons une bonne recette quand même, très très bonne recette. Un programme qui est basé sur un plan quinquennal. Donc vous allez comprendre ce que nous allons faire en moins de 5 ans. En 5 ans, ce que nous allons réaliser, c'est extraordinaire. Et c'est pas des choses que nous venons dire, c'est pas la politique, mais c'est du concret, parce qu'il faut penser vraiment à ce peuple qui a longtemps souffert et qui continue de souffrir. Donc nous sommes assis sur des solutions. Voilà, donc j'ai des emplois à créer et j'ai beaucoup d'usines à faire venir, mais je vais régler le côté énergétique parce que nous sommes déficitaires en matière énergétique. Voilà, donc voilà. Donc ça, tant qu'on n'a pas réglé le plan énergétique, c'est très difficile. Donc nous allons améliorer, construire et faire venir certains bailleurs. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Idrissa Chérif. Je rappelle que vous êtes le président du parti Union pour le changement de Guinée et ancien ministre de la communication de Moussa Dadis Camara. Merci à vous. La technique a été assurée par Fatmata Laila Bari, ici à l'animation Boubakr Azoukaba. Merci et restez sur l'XFM 91.00. L'information continue à midi. Vous aurez Ibrahima Sori Diallo pour l'édition d'information. L'émission Œil de Lynx vous est offerte par les yaourts Milkana et le fromage Milkana des établissements DMK Guinée. Yaourt Milkana, biraɗan nay tigi tigi urniraɗan fraise ma banana. Fi yaourt Milkana hino darji gibi hewti kamen. Ba yaourt Milkana 100 gram okkoray fayɓe men ɓen doole. Tabintirana ɓe cellal. Milkana yaourt non kadi no urnira vanille. Commune de Matuto est le 3e quartier le plus touché.